Il y a des moments qui définissent toute une vie pour moi. Ce fut lorsque l'horloge de l'église a sonné midi et que j'ai réalisé que l'homme que j'aimais ne viendrait pas. Ce que je ne savais pas, c'est que cet abandon ne serait que le début d'une histoire bien plus grande que je n'aurais jamais pu imaginer. Je m'appelle Eleanor Rose Thompson, j'ai 82 ans et je vis dans une petite maison en bois à Champmoulin, dans le Loiret, la même maison que mes parents m'ont laissée et où j'ai élevé seule ma fille adoptive, Sarah. Les voisins me connaissent comme Mamie Ellie, la dame qui a toujours des biscuits frais et des conseils avisés pour ceux qui en ont besoin. Peu savent cependant la douleur et le triomphe qui ont façonné ma longue vie. Avant de continuer mon histoire, j'aimerais savoir d'où vous regardez aujourd'hui. Laissez un commentaire ci-dessous pour me dire votre ville ou votre pays. Si c'est la première fois que vous entendez une de mes histoires, abonnez-vous à la chaîne et mettez un pouce bleu à cette vidéo. Cela aide plus de gens à découvrir ces histoires vraies de lutte et de triomphe. Maintenant, laissez-moi vous ramener à ce jour fatidique de juin 1964. C'était le 12 juin 1964. Je me souviens de chaque détail comme si c'était hier. Le ciel était d'un bleu parfait, avec juste quelques nuages comme de la barbe à papa dispersée le genre de jour dont chaque marié rêve. Je weiß wie bestimmt, wir nassens, pleine d'espoir et de rêve, et sur le point d'épouser Richard Millet, le plus beau garçon du Loiret. Nous étions amoureux depuis le lycée, et après son retour du service militaire, il m'a demandé en mariage avec une petite bague en diamant qui avait appartenu à sa grand-mère. Je me suis réveillée ce matin-là dans la chambre de mon enfance, entourée de mes 3 demoiselles d'honneur, ma sœur Judy et mes 2 meilleures amies, Marguerite et Dorothée. Maman avait passé des semaines à coudre ma robe de mariée à la main, une belle création de satin et de dentelle avec de petits boutons de perles descendant dans le dos. Il avait fallu près d'1 heure pour attacher tous ces boutons, mais quand je me suis regardée dans le miroir, je me sentais comme une princesse de conte de fées. Tu es la plus belle mariée que cette ville ait jamais vue, a dit ma mère, les larmes aux yeux, en plaçant le voile de ma grand-mère sur ma tête. Papa se tenait dans l'embrasure de la porte, inhabituellement silencieux, ses yeux brillants. Il n'avait jamais été du genre à montrer ses émotions, mais ce jour-là était différent. La cérémonie était prévue à midi à l'église catholique Saint-Joseph, où des générations de ma famille s'étaient mariées. À 10h30, notre modeste maison était en effervescence. Les voisins apportaient des plats couverts pour la réception qui se tiendrait dans notre jardin. Toute la ville semblait impliquée. C'était comme ça dans les petites communautés à l'époque. Tout le monde se connaissait et un mariage était une célébration communautaire. À 11 Hatch 15, la vieille Renault de mon père était polie jusqu'à briller, décorée de rubans blancs pour m'emmener à l'église. Mes demoiselles d'honneur sont montées dans une autre voiture avec ma mère, leurs robes bleues pastel soigneusement arrangées pour ne pas se froisser. Papa et moi suivrions dans quelques minutes. Tu as encore le temps de te retirer. Ellie a dit Papa doucement. Alors que nous nous tenions seuls dans le salon, Jai rit.
pensant qu'il faisait une de ces blagues sèches. « Papa, je l'aime », ai-je répondu, ajustant sa cravate. « Yes, yes, ma chérie, je veux juste que tu sois heureuse. » Il y avait quelque chose dans ses yeux que je ne pouvais pas tout à fait lire. Plus tard, je me demanderais s'il avait senti quelque chose que je n'avais pas. Nous sommes arrivés à l'église à 11h45. Je me souviens d'avoir vérifié la petite montre épinglée à mon bouquet. Un cadeau de Richard, 15 minutes avant que je devienne Madame Millet. L'église était pleine, à craquer. Plus de 200 personnes étaient venues assister à notre union à travers la petite fenêtre de l'antichambre où j'attendais. Je pouvais voir les bancs décorés de rubans blancs et de marguerites. Mes fleurs préférées. Quelqu'un a vu Richard et j'ai entendu Dorothée demander à l'un des placeurs. Mon cœur a sauté à un battement, mais j'ai vite écarté toute inquiétude. Le témoin de Richard, Tommy, avait organisé une petite fête de célibataires. La veille, ils avaient probablement juste perdu la notion du temps. Me suis-je dit à 11h55. Le révérend Wilson est venu me voir, son expression indéchiffrable. « Éléonore, ma chère », il semble que le marié ait un peu de retard. Rien d'inquiétant, j'en suis sûre. Mais à 12h10, sans signe de Richard ou de ses garçons d'honneur, les murmures dans l'église se sont fait plus forts. La femme de Tommy est venue dans l'antichambre. Son visage est pâle. Tommy n'est pas à la maison non plus. Il n'est pas rentré hier soir, après la fête de célibataire. Mon père faisait les 100 pas dehors, jetant parfois un coup d'œil dans la rue, cherchant un signe de la Ford bleue de Richard. Ma mère essayait de calmer les invités, invoquant des excuses sur des problèmes de voiture. À 12h30, le révérend Wilson a suggéré de retarder la cérémonie. Ces choses arrivent. Until the sentiment. Mais je pouvais voir l'inquiétude dans ses yeux. Ce n'était pas juste être en retard à la mode. À 13HO0, la mère de Richard. Madame Millet a éclaté en sanglots. Il a dû leur arriver quelque chose. Sanglotait-elle. Mon Richard ne ferait jamais ça. Mais à l'approche de 14h00, avec l'église devenant inconfortablement chaude sous la chaleur de juin, la vérité devenait impossible à ignorer. Les chuchotements se transformaient en conversations ouvertes. Monsieur Millet était allé vérifier l'appartement de Richard et avait trouvé certaines de ses vêtements manquants. La femme de Tommy a découvert que leur compte d'épargne avait été vidé la veille. Je restais figée dans l'antichambre, ma belle robe semblant soudain comme un costume dans une pièce cruelle. Mesdemoiselles d'honneur essayaient de me réconforter, mais leurs mots ne s'enregistraient pas. Tout ce que je pouvais penser était: comment a-t-il pu faire ça? Qu'ai-je fait de mal? Y avait-il quelqu'un d'autre? Oui. Mon père est enfin entré dans la pièce, son visage un masque de colère à peine contrôlé. Éléonore, ma chérie, je pense qu'il est temps de dire à tout le monde de rentrer chez eux. À cet instant, quelque chose en moi s'est brisé. L'avenir soigneusement construit que j'avais planifié, notre petite maison près du parc, les enfants que nous aurions, les matins de Noël et les pique-niques d'été, tout s'est effondré comme un château de sable, frappé par une vague
Le révérend Wilson a fait l'annonce, sa voix sombre, il semble qu'il n'y aura pas de mariage aujourd'hui. Joignez-vous à nous pour garder Éléonore et les 2 familles dans vos prières pendant ce moment difficile. La pitié dans les yeux de nos invités, alors qu'ils passaient devant moi, était presque pire que l'abandon lui-même. Certains offraient maladroitement leurs condoléances comme à un enterrement. D'autres ne pouvaient pas me regarder dans les yeux du tout. Les amis de ma mère ont rapidement démantelé la réception dans notre jardin, emballant la nourriture qui resterait intacte, enlevant les décorations qui avaient été accrochées avec tant de joie quelques heures plus tôt. Ce soir-là, alors que je m'asseyais dans ma chambre, portant encore ma robe de mariée, incapable de supporter l'idée de l'enlever et d'admettre que le jour était réel, le shérif Jourdan est venu à notre porte. La voiture de Richard avait été trouvée à la gare routière d'Orléans. L'employé se souvenait d'avoir vendu des billets à 2 jeunes hommes se dirigeant vers Paris la nuit précédente. Ils avaient payé en liquide. Je suis désolée, Éléonore, a dit le shérif Jourdan, son chapeau dans les mains. On dirait qu'ils l'ont planifié. Nous pouvons déposer un rapport, mais il n'avait pas besoin de finir. Il n'y avait pas de crime à laisser quelqu'un à l'hôtel, seulement le crime contre un cœur. Cette nuit-là, j'ai pleuré jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de larmes. Ma mère était assise à côté de moi, caressant mes cheveux, comme elle le faisait quand j'étais enfant avec un genou écorché ou un jouet cassé. Mais c'était pas une douleur qu'un baiser pouvait effacer. Pourquoi, maman, ne cessais-je de demander à travers mes larmes, pourquoi a-t-il fait ça? Elle n'avait pas de réponse, aucun de nous n'en avait. Les jours qui suivirent furent un flou de honte et de douleur. Notre téléphone sonnait constamment, parfois avec des appels de soutien bien intentionnés, plus souvent avec des gens pêchant des ragots. Mon père l'a débranché après le 3e jour. Je ne pouvais supporter l'idée de quitter la maison, sachant que j'étais maintenant le sujet de toutes les conversations au café midi et à la pharmacie du coin. Des lettres arrivaient, adressées à Richard, une acceptation à une école de droit à Paris, dont il n'avait jamais mentionné avoir postulé une note de son cousin à Montreuil à propos d'un appartement. Des pièces d'un puzzle que je ne savais pas que nous assemblions ont commencé à s'emboîter, révélant une image de trahison si soigneusement planifiée qu'elle me donnait des nausées. Une semaine après le mariage qui n'a pas eu lieu, une lettre est arrivée pour moi. Le cachet de la poste était de Paris. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine l'ouvrir. Éléonore, disait-elle dans l'écriture familière de Richard, au moment où tu liras ceci, je commencerai ma nouvelle vie. Je suis désolée pour la douleur que j'ai causée, mais je ne pouvais pas aller jusqu'au bout d'un mariage qui nous aurait piégés tous les deux dans cette petite ville pour toujours. J'espère qu'un jour tu comprendras que j'ai fait cela pour nous deux. Richard, pas avec amour. Richard, parce que me manques. Pas même un véritable au revoir. Juste une explication intéressée qui n'expliquait rien du tout. J'ai brûlé la lettre dans l'évier de la cuisine, regardant les flammes, consumer ces mots, aussi sûrement que la vérité avait consumé mon amour pour lui. C'était la première décision que j'ai prise en tant que la nouvelle Éléonore, la femme, qui devrait
construire une vie à partir des cendres de celles qui lui avaient été volées. Je ne savais pas, alors que 15 ans passeraient avant que je ne revoie Richard Millet, je ne savais pas la vérité choquante qu'il apporterait avec lui à son retour, et je ne savais certainement pas que le plus grand test de mon caractère était encore à venir, quand je devrais décider si j'offrirais le pardon à l'homme qui avait brisé mon cœur le jour qui aurait dû être le plus heureux de ma vie. Mais ce jour-là, debout dans la cuisine de ma mère, regardant les dernières braises de sa lettre s'éteindre en noir, j'ai fait une promesse à moi-même: cela ne me détruirait pas. D'une manière ou d'une autre, je trouverais la force de continuer. Je ne savais tout simplement pas comment. L'été 1964 passa dans un brouillard de chagrin, alors que d'autres jeunes femmes de mon âge profitaient de sorties à la plage et de films au drive-in. Je restais largement confinée à la maison de mes parents. Les chuchotements et les regards apitoyés des voisins trop douloureux à supporter. Champmoulin, avec sa population d'un peu moins de 3,0 habitants, semblait soudain, étouffant. Chaque coin de rue, chaque vitrine de magasin, chaque banc d'église portait des souvenirs de Richard et de la vie que je pensais que nous partagerions. Éléonore, tu peux pas te cacher pour toujours, a dit ma mère un matin d'août, en tirant les rideaux de ma chambre, laissant entrer la lumière du soleil que j'avais délibérément évité. Madame Willis a appelé l'école primaire a encore besoin d'une secrétaire et elle a pensé à toi. Oui, je fixais le plafond. Impossible. J'avais obtenu mon diplôme d'école de secrétariat l'année précédente. Mais l'idée de m'asseoir à un bureau où tout le monde pourrait observer la pauvre Éléonore, la fiancée abandonnée, était insupportable. Je ne suis pas prête. Maman, elle s'est assise au bord de mon lit, son visage sévère, mais aimant. Tu ne seras jamais prête si tu attends de te sentir prête. Parfois, tu dois faire la chose en premier et la préparation vient après. 2 jours plus tard, je me suis retrouvée derrière le bureau de l'école primaire de Champmoulin, tapant des formulaires d'inscription et répondant au téléphone avec une gaieté forcée qui ne trompait personne. La première semaine fut atroce. Les parents inscrivant leurs enfants faisaient des doubles prises en me voyant, leurs expressions passant rapidement de la surprise à cette horrible sympathie que j'avais appris à détester. Regarde-les droit dans les yeux, conseillait Madame Willis, la directrice sans détour, qui m'avait embauchée, malgré ou peut être à cause de ma notoriété. Les gens oublient leur propre curiosité quand ils sont confrontés à la dignité. Lentement, douloureusement, j'ai commencé à établir une nouvelle routine. Lever à 6h30, petit déjeuner avec mes parents, travail de 8 à 6h, retour à la maison pour le dîner, puis de longues soirées avec des livres ou la télévision, pendant que ma mère tricotait et que mon père lisait son journal. C'était pas vivre, pas vraiment, mais c'était exister. L'automne est arrivé peignant, les collines du Loiret dans des rouges et des ors brillants. Avec lui est venue la nouvelle que Tommy, le témoin de Richard et complice, était revenu en ville seul. Il s'est présenté chez ses parents un soir pluvieux, mince
et hagard. Son aventure parisienne ayant visiblement tourné court, il te cerque, m'a dit Judy un dimanche après l'église. Il dit qu'il doit te parler de Richard. Je n'ai rien à dire à aucun d'eux. Ai-je répondu, ma voix plus tranchante, que je ne l'avais voulu. Mais Tommy était persistant. Il m'a attendu à l'extérieur de l'école un après-midi. Son visage autrefois, beau maintenant émacié. Ses yeux creux. 5 minutes. Ellie, s'il te plaît. Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté de lui parler au café de Rixel, l'endroit le plus public auquel je pouvais penser s'il était venu offrir les excuses de Richard. Je voulais des témoins, il ne reviendra pas, a dit Tommy sans préambule, remuant son café sans fin. Il est marié maintenant, une fille d'une famille riche. Son père l'a fait entrer à l'école de droit de Paris. J'ai ressenti la nouvelle comme un coup physique, bien que je n'aurais pas dû être surprise. Bien sûr, Richard avait atterri sur ses pieds. Les hommes, comme lui le faisait toujours, sa famille a des relations, a continué. Tommy, il lui prépare un poste dans le cabinet de son oncle quand il obtiendra son diplôme. Il va bien. Et toi, ai-je demandé, surprise par ma propre curiosité, pourquoi es-tu revenu? Le rire de Tommy était creux. Il s'avère que je n'étais pas fait pour la grande ville, ou peu. Est-ce que la grande ville n'était pas faite pour moi? J'ai manqué d'argent. Je n'ai pas trouvé de travail décent. Richard, eh bien, sa nouvelle vie n'avait pas de place pour les vieux amis du Loiret. J'aurais dû me sentir justifiée par l'échec de Tommy, mais tout ce que je ressentais était de la fatigue. Pourquoi me dis-tu cela? Parce que je suis désolée, Ellie, je suis désolée de l'avoir aidé, je suis désolée pour ce que nous t'avons fait. Sa voix s'est brisée. Et parce que Richard voulait que je sache si tu l'avais oublié, si tu avais tourné la page, l'audace de cela, la curiosité de Richard sur ma récupération de sa trahison, a allumé quelque chose en moi, pas l'ancien amour, pas même la haine, mais une détermination farouche qui était restée endormie pendant des mois, dit à Richard, et je dis, me levant de la banquette, qu'Eleanor Watson ne passe pas son temps à penser à des lâches, qui s'enfuit dans la nuit. Dis-lui que je lui souhaite, à lui et à sa nouvelle épouse, tout le bonheur qu'il mérite. Je suis sortie de ce café, la tête haute, quelque chose changeant en moi. C'était pas la guérison, pas encore, mais c'était le premier pas vers elle. Cet hiver-là fut le plus froid que le Loiret ait connu en des décennies. Les tuyaux gelaient, les écoles fermaient et les voisins vérifiaient les résidents âgés alors que les températures plongeaient sous zéro. En janvier 1965, une tempête de verglas dévastatrice a laissé beaucoup à Champmoulin sans électricité pendant près d'une semaine. Mes parents et moi avons accueilli le vieux couple d'à côté, les Harris, dont la maison était devenue dangereusement froide. Monsieur Harris avait un cœur fragile et le stress de la tempête a déclenché une grave crise alors qu'il était allongé sur notre canapé, le visage gris, et luttant pour respirer. J'ai réalisé que j'étais la seule à pouvoir aider avec les routes impraticables et les lignes téléphoniques coupées. J'ai enfilé toutes les couches de vêtements que je possédais
Et je suis partie pour la maison du docteur Peterson, à 3 pâtés de maison. Le trajet, normalement une marche de 10 minutes, a pris presque 1 heure, alors que je luttais contre le vent et la glace. Quand j'ai enfin atteint le docteur, Lai Ramene, il a crédité mon action d'avoir sauvé la vie de Monsieur Harris. Tu as du cran, Éléonore, m'a dit le docteur Peterson. Ensuite, as-tu déjà envisagé de devenir infirmière? L'hôpital à Orléans commence un programme de formation au printemps. J'y avais pas pensé. Je n'avais pas considéré grand-chose d'un avenir au-delà de mon existence quotidienne, mais quelque chose dans l'idée a pris racine. Aider les Harris avait été la première fois en des mois, que je ressentais autre chose que l'engourdissement ou la douleur. Quand le printemps est enfin arrivé, je me suis inscrite au programme d'infirmière, faisant les 30 kilomètres jusqu'à Orléans chaque jour. Mes parents étaient solidaires, si surpris. Personne dans notre famille n'avait poursuivi une carrière en médecine auparavant. Je suis fière de toi. Élie a dit simplement mon père venant de lui, un homme de peu de mots. Cela signifiait tout. L'école d'infirmière était exigeante d'une manière que je n'avais jamais imaginée. Le corps humain, avec ses systèmes complexes et sa fragilité vulnérable, est devenu mon centre d'intérêt. Il n'y avait pas de temps pour l'auto-apitoiement en apprenant à panser les plaies, administrer des médicaments ou réconforter les mourants. Pour la première fois depuis que Richard était parti, je passais des jours sans penser à lui. En 1967, j'avais terminé ma formation et obtenu un poste à l'hôpital mémorial d'Orléans dans le service de maternité. L'ironie ne m'a pas échappé. La fiancée abandonnée, aidant maintenant à mettre de nouvelles vies au monde, mais il y avait aussi de la guérison là, dedans. Chaque petit visage, chaque nouvelle famille formée aidait à réparer quelque chose en moi. J'ai emménagé dans un petit appartement près de l'hôpital, fière de mon indépendance. Ma mère s'inquiétait de me voir vivre seule. Une jeune femme a besoin de protection, disait-elle, mais je trouvais de la force dans la solitude. Mes quarts étaient longs et souvent épuisants, mais plein de sens d'une manière que je n'avais jamais attendue pour ma vie. Le monde à l'extérieur de Chamboulin changeait rapidement. Les informations du soir apportaient des images du Vietnam, de manifestations et de révolutions culturelles qui semblaient se produire dans un autre univers que mes journées structurées de rondes et de dossiers. Pourtant, même notre petit coin du Loiret ne pouvait rester intact face à l'agitation des temps. À la fin de 1968, l'hôpital a reçu ses premiers blessés du Vietnam, des garçons locaux ramenés avec des blessures trop complexes pour les hôpitaux militaires. Leurs corps brisés et leurs yeux hantés m'affectaient profondément. Je me suis portée volontaire pour des quarts supplémentaires dans le service des vétérans, attirée par leur souffrance d'une manière que je ne pouvais pas pleinement expliquer. Tu es doué avec eux, a commenté le docteur Mathieu un soir, alors que je convainquais un jeune soldat, à peine plus âgé que je ne l'étais le jour de mon mariage. Tim Mang, ils te répondent: je comprends ce que c'est quand l'avenir sur lequel on comptait disparaît. Ai-je répondu:
me surprenant par ma franchise, le docteur Mathieu. Jacques est devenu un ami pendant ces longues nuits dans le service. Il avait une décennie de plus que moi, divorcé, dévoué à son travail au détriment de presque tout le reste. Nous partagions un café pendant les pauses, parfois un repas après nos quarts. Il ne poussait jamais pour plus. Et j'appréciais son respect pour les murs que j'avais construits autour de moi. Penses-tu parfois à ce qui vient ensuite, Éléonore a-t-il demandé une nuit, alors que nous regardions un orage depuis les fenêtres de la cafétéria de l'hôpital. Après que la douleur s'estompe, j'ai considéré sa question sérieusement. Je pense que c'est ce qui vient ensuite, ce travail, ces patients, c'est tout. J'ai haussé les épaules. C'est plus que ce que je pensais avoir il y a 4 ans. Le printemps 1969 a apporté une tragédie à Champmoulin, quand un bus scolaire ramenant des enfants d'une sortie scolaire s'est écrasé dans le ruisseau Hooper lors d'une crue soudaine. L'hôpital a mobilisé tout le personnel disponible alors que les ambulances amenaient les enfants blessés et leurs accompagnateurs. J'ai travaillé 36 heures d'affilée, passant d'un patient à l'autre dans un brouillard d'épuisement et de détermination. Parmi les plus gravement blessés se trouvait Sarah Colline, une petite fille de Dixon aux cheveux noirs, qui avait perdu ses 2 parents l'année précédente et était élevée par une grand-mère âgée. L'accident l'avait laissée avec une jambe cassée, des blessures internes et sans famille survivante. Lorsque sa grand-mère a subi une crise cardiaque fatale en apprenant la nouvelle de l'accident, le cas de Sarah m'a profondément affectée. Je passais mes pauses à m'asseoir avec elle, à lire des histoires, à peigner ses cheveux emmêlés. Quand elle a demandé d'une voix faible « Que va-t-il m'arriver maintenant ?» Je n'avais pas de réponse. L'État lui trouvera un bon foyer, m'a assuré l'assistante sociale, mais avec ses blessures et son âge, cela pourrait prendre du temps. Probablement un foyer d'accueil. L'idée de cet enfant fragile, déjà si abîmé par la vie, entrant dans le système de placement, m'a semblé insupportablement cruelle. Sans considérer pleinement les implications, je me suis entendu dire « et si je la prenais juste jusqu'à ce qu'elle soit rétablie ?» Puis le processus n'était ni simple ni rapide. En tant que femme célibataire dans le Loiret rural en 1969, ma capacité, même en tant que tutrice temporaire, était largement remise en question. Pourtant, quelque chose dans le fait de me battre pour Sarah a éveillé en moi une férocité que je ne savais pas posséder. Tu n'as même jamais eu d'enfant, a protesté ma mère. Quand je leur ai parlé de mon plan, et ton appartement n'est pas vraiment adapté, je déménagerai, ai-je dit, avec une certitude qui n'admettait pas de discussion. Et j'ai appris rapidement. À l'automne, j'avais déménagé dans une petite maison en location près de l'école primaire. Et Sarah était officiellement sous ma garde temporaire. Sa récupération était lente. La guérison physique dépassant le traumatisme émotionnel de ses pertes, des cauchemars, la réveillait en criant. Des douleurs fantômes dans sa jambe guérie l'empêchaient de participer pleinement aux activités scolaires. Mais progressivement, prudemment, nous avons construit une routine
Combien de temps vais-je rester avec toi ?» a-t-elle demandé un soir, alors que je l'aidais avec ses devoirs d'orthographe. « Aussi longtemps que tu en auras besoin ?» ai-je répondu, soigneusement désinvolte, ne voulant pas la presser avec mon espoir croissant que temporaire devienne permanent. Le processus d'adoption de Sarah a pris près de 2 ans, un labyrinthe d'études à domicile, d'apparition au tribunal et d'examen de ma capacité en tant que mère. L'assistante sociale assignée à notre cas était initialement sceptique. « Vous avez vous-même vécu un traumatisme important, Mademoiselle Watson », a-t-elle noté lors d'une de ses visites. « Êtes-vous certaine d'être émotionnellement équipée pour élever un enfant traumatisé ?» Je pense que je suis équipée précisément parce que je comprends le traumatisme, ai-je répondu, et parce que je sais que la vie continue après. In mai 1917. L'adoption a été finalisée. Sarah Watson, plus Colline, est devenue légalement ma fille, bien qu'elle ait revendiqué cette place dans mon cœur bien avant. La salle d'audience était remplie de soutien, mes parents vieillissants, des collègues de l'hôpital, même Madame Willis de l'école primaire. Bien joué. Éléonore a chuchoté Jacques, alors que nous célébrions ensuite lors d'un petit rassemblement chez moi. Tu as créé quelque chose de beau à partir de la douleur. Léon, la présence de Sarah a transformé ma vie d'une manière que je n'aurais jamais pu prévoir. À travers elle, j'ai formé des liens avec d'autres parents, rejoint le conseil des parents d'élèves, organisé des soirées pyjama qui remplissaient ma maison tranquille de rires de filles, les chuchotements sur la pauvre Éléonore, abandonnée à l'hôtel, se sont progressivement estompés, remplacés par la maman de Sarah ou l'infirmière Watson. Les années passaient avec le rythme d'un enfant qui grandit, concerts scolaires, projets scientifiques, premiers amours, rebellions, adolescente. J'ai continué à travailler à l'hôpital, devenant finalement infirmière en chef du service de maternité. Ma relation avec Jacques s'est transformée en une amitié profonde qui frôlait parfois quelque chose de plus, bien qu'aucun de nous ne semblait prêt à la définir davantage. En 1979, Sarah avait 20 ans. En 2e année à l'université, étudiant l'éducation avec des plans pour devenir enseignante. Mes parents étaient tous deux décédés, me laissant leur maison à Champmoulin, que je gardais, mais louais, préférant rester dans la maison où Sarah avait grandi. La vie s'était installée dans un schéma que je trouvais satisfaisant, sinon exactement excitant. Et puis, par un après-midi pluvieux d'avril, en rentrant d'un quart à l'hôpital, je l'ai trouvé assis sur les marches de ma véranda, plus âgé, plus grisonnant aux tempes, mais indéniablement Richard Millet, 15 ans après qu'il avait disparu de l'église. L'homme qui avait brisé mon cœur était revenu à Champmoulin. Et avec lui, une vérité qui secourait les fondations de la vie, que j'avais si soigneusement reconstruite. Je me suis figée au bas de mon allée, la pluie collant mon uniforme d'infirmière à ma peau, mon parapluie pendant inutilement à mon côté. 15 ans l'avait changé, des mèches argentées traversaient ses cheveux autrefois noirs de jais, des rides marquées autour de ses yeux, mais j'aurais reconnu Richard Millet n'importe où
le garçon qui avait hanté mes rêves et façonné le cours de ma vie, était assis sur les marches de ma véranda, son costume coûteux trempé par l'averse d'avril. « Bonjour, Éléonore », a-t-il dit, se levant lentement, comme si son corps lui faisait mal. Sa voix était plus grave que dans mon souvenir, portant l'accent poli de l'élite parisienne qui avait remplacé son accent traînant du Loiret. Mille émotions m'ont traversé, un choc, des colères, curiosité, et sous tout cela, un étrange sentiment de calme. J'avais imaginé ce moment d'innombrables fois au cours de ces premières années, répéter des discours cinglants qui le mettraient à genoux de remords, mais debout là, l'eau goûtant de mes cheveux dans mes yeux, je ressentais seulement une surprise sourde face à mon propre sang-froid. Tu es sans infraction, ai-je dit platement, passant devant lui pour déverrouiller ma porte d'entrée. Je suis entrée, mais n'ai pas fermé la porte, une invitation qu'il ne méritait pas, mais que ma politesse innée ne pouvait retenir. Il m'a suivi dans le petit salon où les manuels universitaires de Sarah étaient éparpillés sur la table basse, à côté de mes revues d'infirmière. Ses yeux ont balayé les meubles modestes, les photos encadrées de Sarah, de l'enfance, à la remise des diplômes, s'attardant sur une photo récente de Noël, de nous deux riant près de l'arbre. « Ta fillette ?» a-t-il demandé, désignant les photos. Oui, je n'ai pas élaboré, quelle que soit la raison de son apparition après 15 ans de silence. Il n'avait pas gagné le droit à l'histoire de Sarah. Je suis allée à la cuisine, remplissant méthodiquement la cafetière et la mettant sur le feu. Le rituel familier stabilisait mes mains, me donnait quelque chose sur quoi me concentrer, autre que le fantôme de mon passé. Debout maladroitement dans mon salon, tu as l'air en forme. Et-il il offert. Alors que je revenais avec 2 tasses de café Jairi, à son cours sans humour. Que fais-tu ici? Richard, tu n'as sûrement pas voyagé jusqu'ici pour commenter mon apparence. Et il a accepté le café mais n'a pas bu, le tenant plutôt entre ses paumes, comme si cherchait sa chaleur. D'errance, la pluie s'intensifiait, tambourinant contre les fenêtres. Ma femme est morte, a-t-il dit brusquement. Cancer. Il y a 3 mois, je suis désolée pour ta perte. Ai-je répondu automatiquement les mots que j'avais dit à d'innombrables familles en deuil à l'hôpital au fil des années. Et j'étais désolée que quiconque doive affronter cette douleur particulière, même lui. Nous avions un bon mariage, a-t-il continué. Quinceañers, pas d'enfant, elle était gentille, meilleure que ce que je méritais. J'attendais, sentant qu'il y avait plus. Richard avait toujours eu un flair pour le dramatique, pour préparer les révélations. Quand elle a été diagnostiquée, terminale, dès le début, elle m'a fait promettre quelque chose. Il a levé les yeux, rencontrant les miens directement pour la première fois. Elle m'a fait promettre de réparer les choses avec toi. Non, il n'y a rien à réparer. Ah, je dis froidement, ce qui est fait est fait. Nous avons tous deux construit des vies qui nous ont menés dans des directions différentes. Ce n'est pas entièrement vrai. Éléonore, sa voix a baissé, presque un murmure.
Je n'ai pas été honnête avec toi sur la raison de mon départ. Une partie de moi voulait l'arrêter là, préserver le récit que j'avais construit sur 15 ans, que Richard avait simplement été un lâche, séduit par les lumières brillantes de Paris et la promesse de la richesse. Cette explication était douloureuse mais compréhensible, quelque chose que je pouvais empaqueter proprement et mettre de côté. Mais une autre partie, l'infirmière, qui avait appris à affronter les vérités difficiles, la mère qui avait enseigné à Sarah la valeur de l'honnêteté, reconnaissait que, quelle que soit la raison de Richard, j'avais besoin de l'entendre. Voici, et je dis, Richard a posé son café intact et a atteint sa mallette qu'il avait apportée avec lui. De celle-ci, il a sorti une épaisse enveloppe Kraft, adoucie au bord, comme si elle avait été souvent manipulée 2 jours avant notre mariage. J'ai rétudié. Il a glissé l'enveloppe sur la table basse vers moi. Elle a été livrée à mon appartement par un homme que je n'avais jamais vu auparavant. Il a dit qu'il travaillait pour Jonathan Poiret. Le nom m'a frappé comme un coup physique. Jonathan Poiret était le résident le plus riche de Champmoulin, propriétaire de l'usine textile qui employait la moitié de la ville, y compris mon père, un homme puissant avec une réputation de cruauté en affaires et dans les plaisirs, avec des doigts tremblants. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des photographies granuleuses en noir et blanc, mais montrant sans équivoque une jeune femme avec un homme beaucoup plus âgé dans diverses positions compromettantes. Le visage de la femme était clairement visible. Ma mère, il y en avait 50 autres comme celle-ci, a dit Richard doucement. Alors que je regardais les images avec horreur et des documents, des registres financiers montrant que ton père détournait de l'argent de l'usine depuis des années. L'homme de Poiret a été très clair. Si je t'épousais, tout ça serait rendu public. Ton père irait en prison. Les indiscrétions de ta mère seraient connues de toute la ville. Ma tête tournait. Mon père, honnête à l'excès, qui comptait chaque centime de monnaie au magasin d'alimentation, un voleur. Ma mère, pieuse, convenable, qui considérait la danse trop risquée, impliquée avec Poiret. Cela semblait impossible, absurde. C'est un mensonge. Et je chuchotais, repoussant l'enveloppe. Une fabrication cruelle. Richard a secoué la tête lentement. Je le pensais aussi au début. J'ai confronté Poiret le lendemain, lui ai dit que j'irais à la police, exposerait sa tentative de chantage. Il m'a ri au nez, a dit qu'il possédait la moitié du commissariat, du département. Il a fait une pause, puis il m'a montré plus de preuves. Dates, montantes, numéro de compte bancaire, les signatures de tes parents. C'était convaincant. Pourquoi ai-je réussi? Ma voix à peine audible. Pourquoi Poiret ferait-il cela? La mâchoire de Richard s'est serrée parce que j'avais refusé de lui vendre la terre de mon grand-père, les 40 hectares à l'extérieur de la ville qui bordaient sa propriété. Il voulait agrandir l'usine et j'étais l'obstacle. Il a été clair, abandonne-toi et la terre ou
regarde ta famille être détruite. Les pièces ont commencé à s'emboîter. La retraite soudaine de mon père de l'usine, quelques mois après mon mariage manqué. La manière dont ma mère s'était retirée des activités de l'église, leur insistance à déménager en Provence pour sa santé en 1966, où ils avaient vécu tranquillement jusqu'à leur mort, tu aurais pu me le dire, ai-je dit, la colère perçant enfin à travers le choc, nous aurions pu y faire face ensemble. Poiret était explicite là, dessus, si je t'avertissais, toi ou tes parents, y rendraient tout public immédiatement. J'avais moins de 48 heures pour décider. La voix de Richard s'est brisée. Je pensais, je m'y suis convaincue que je te protégeais, qu'une rupture nette, même cruelle, était meilleure que de voir le nom de ta famille traîner dans la boue, ton père emprisonné, ta mère. Il n'a pas pu finir, alors tout a se foui avec Tommy. Richard a hoché la tête. Tommy n'était pas censé en faire partie. Il m'a surpris en train de faire mes bagages, à exiger des réponses. Quand je lui ai dit, il a insisté pour venir avec moi, a dit qu'il ne pouvait pas te faire face en connaissant la vérité et la lettre, ce ramassis d'absurdités intéressées sur ne pas être piégé dans une petite ville. L'idée de Poiret, il a dit que cela t'aiderait à me haïr, à faire une rupture nette. Le rire de Richard était amer. Il avait raison sur ce point. Au moins, le silence est tombé entre nous, lourd des conséquences de décisions prises dans la hâte désespérée. Des horses. La pluie s'était arrêtée, ne laissant que le goutte rythmique des avant-toits. Pourquoi maintenant ai-je enfin demandé, après tout ce temps, pourquoi revenir avec ça? Parce que Poiret est mort, il est mort il y a 6 semaines. S'est penché Richard en avant. Et parce que sur son lit de mort, ma femme m'a fait promettre de te dire la vérité. Elle a dit, sa voix affaiblie, elle a dit, personne ne devrait vivre toute sa vie en croyant qu'il n'était pas assez, quand la vérité était tout autre. Pas nous. Je me suis levée brusquement, ayant besoin de distance, de mouvement. Mon monde s'était incliné sur son axe. Le passé que je pensais comprendre, soudain révélé comme un mensonge soigneusement construit. Que signifiait cela pour le récit que j'avais construit autour de mon abandon, la force que j'avais trouvée dans son dépassement? Éléonore, il n'y a plus. Je me suis retournée vers lui, me demandant quelle révélation possible pourrait suivre ce qu'il avait déjà partagé. Après la mort de Poiret, je suis allée à son bureau, j'ai fouillé ses dossiers, j'ai trouvé ceci, des lamalettes. Il a sorti une autre enveloppe, plus récente que la première. Les photographies de ta mère étaient mises en scène. Des modèles professionnels retouchés pour lui ressembler. Les documents financiers étaient des faux experts, mais des faux néanmoins. Je me suis effondrée dans mon fauteuil. Que dis-tu? Tes parents étaient innocents de tout. Poiret a tout fabriqué pour me manipuler. Le visage de Richard était cendré. J'ai abandonné notre avenir basé sur des mensonges. La pièce semblait tourner autour de moi. Toutes ces années de douleur,
de reconstruction à partir des morceaux brisés qu'il avait laissés, tout cela à cause de l'avidité d'un homme puissant et de la peur d'un jeune homme, Sors, et je chuchotai, ma voix mortellement calme. « Éléonore, s'il te plaît, Sors !» ai-je crié, la force de cela déchirant ma gorge. « Kingstons, Richard, 15 ans, à croire que je n'étais pas assez... qu'il y avait quelque chose de fondamentalement mauvais en moi, que l'homme que j'aimais m'avait trouvée si insuffisante, qu'il ne pouvait même pas me faire face pour dire au revoir. Il s'est levé, rassemblant sa mallette avec des mains tremblantes. Je laisserai les enveloppes, tout cela. Tu mérites d'avoir la preuve à la portée. Il s'est arrêté. Je reste à l'auberge de Champmoulin pour 1 semaine. Si tu veux parler davantage après avoir eu le temps... tiens, quand la porte s'est fermée derrière lui, je me suis effondrée sur le canapé, mon esprit vacillant, le fondement de ma vie adulte, l'abandon qui m'avait façonné, la force que j'avais trouvée dans son sillage, semblait soudain construit sur du sable mouvant. Si Richard m'avait protégée, plutôt que rejeter, que signifiait cela pour la femme que j'étais devenue? Je ne sais pas combien de temps je suis restée là, perdue dans les implications de ces révélations, avant que la porte d'entrée ne s'ouvre à nouveau et que la voix de Sarah appelle « Maman ». Pourquoi y a-t-il un homme étrange assis dans sa voiture, dehors, en train de pleurer? Sarah, mon ancre, ma rédemption. Quelles que soient les vérités que Richard avait apportées avec lui, elles ne pouvaient pas changer la réalité la plus importante de ma vie. La fille qui m'avait guérie d'une manière dont je n'avais pas su avoir besoin de guérison, c'est une longue histoire, ai-je dit, essuyant mes yeux et tentant un sourire, une très longue histoire. Cette nuit-là, après que Sarah était partie se coucher, je me suis assise à la table de la cuisine avec les 2 enveloppes devant moi. Les preuves fabriquées qui avaient détruit mon jour de mariage, la preuve que ces fabrications étaient des mensonges, 15 ans de ma vie, redirigés par la malice et la tromperie. J'ai pensé au chemin que je n'avais pas pris. Le mariage avec Richard peut être nos propres enfants, une vie dans la petite maison que nous avions prévu d'acheter près du parc. Serais-je devenue infirmière? Sarah m'aurait-elle trouvé? Le téléphone a sonné, me tirant de ma rêverie. Il était presque minuit, trop tard pour des appels occasionnels. Éléonore, la voix de Jacques était inquiète. Je viens de finir mon quart et j'ai entendu que Richard Millet est de retour en ville. Vas-tu bien? L'inquiétude sincère dans son ton a fait monter de nouvelles larmes à mes yeux. C'était ma vie maintenant, une carrière que j'aimais, une fille qui s'épanouissait, des amis qui se souciaient vraiment de moi. Aurais-je eu tout cela si Richard n'était pas parti? Il est venu me voir et I admis, c'est compliqué. Il avait ses raisons, Jacques, des raisons que je n'avais jamais imaginées. As-tu besoin de compagnie? Je peux être là en 20 minutes. J'ai considéré l'offre. Jacques avait été mon ami fidèle pendant une décennie, toujours là quand j'avais besoin de soutien, ne poussant jamais pour plus que ce que je pouvais donner. Non, mais smerze. J'ai besoin de temps pour réfléchir, pour traiter. Après avoir raccroché, je suis revenue aux enveloppes avec des mouvements délibérés.
J'ai rassemblé les photographies, les documents falsifiés, la preuve de leur fausseté et les ai portés à la cheminée, un par un. Je les ai nourris aux flammes, regardant les mensonges, qui avaient façonné 15 ans de ma vie, se recroqueviller, noircir et enfin se désintégrer en cendres. La vérité, et je réalisais, était à la fois plus simple et plus complexe que l'histoire que je me racontais. Richard ne m'avait pas rejetée, il avait été manipulé pour croire qu'il me protégeait. Mes parents n'avaient pas été les personnes que je pensais, mais ils n'avaient pas non plus été les personnes que Poiret avait peintes. Et moi, j'avais construit une vie sur le fondement d'un abandon qui était à la fois réel dans son impact et faux dans sa motivation, alors que le dernier document se transformait en cendre. J'ai pris une décision d'hymen. J'irai à l'auberge de Champmoulin, pas pour pardonner à Richard. Je n'étais pas sûre que le pardon soit possible pour 15 ans d'absence, mais pour comprendre, entendre toute l'histoire, apprendre ce qu'était devenu le garçon que j'avais autrefois aimé assez pour épouser, et peut être dans cette compréhension, je pourrais trouver un moyen de réconcilier la femme que j'étais devenue avec la femme que j'aurais pu être, et découvrir qu'elle n'était pas si différente que je l'avais toujours cru. L'auberge de Champmoulin n'avait pas beaucoup changé depuis sa construction dans les années 1920. Le même tapis bordeaux fané dans le hall, le même bureau d'enregistrement en chêne poli à haute brillance, la même odeur légèrement moisie qui m'a accueillie alors que je poussais la porte tournante. Le vieux réceptionniste m'a reconnu immédiatement. Infirmière Watson, tout va bien. Son inquiétude était sincère. Dans une ville de cette taille, l'infirmière en chef de la maternité ne visitait généralement l'auberge que lorsqu'un client était tombé malade. Tout va bien. Monsieur Chambert, je suis ici pour voir Richard Millet. Pouvez-vous appeler sa chambre, s'il vous plaît? Ses sourcils se sont levés, mais à son crédit, il n'a rien dit en composant le numéro. Les petites villes ont une longue mémoire et mon mariage abandonné était encore matière à légende locale. 5 minutes plus tard, je me suis assise en face de Richard dans la salle de thé presque déserte de l'auberge. Une théière d'Earl Grey entre nous, refroidissant. Il avait l'air de ne pas avoir dormi, des cernes sous les yeux, son apparence habituellement impeccable, légèrement débraillée. Je ne m'attendais pas à avoir de tes nouvelles si tôt. Est-il admis? Ou du tout, honnêtement, j'ai enroulé mes mains autour de ma tasse de thé, puisant de la force dans sa chaleur. J'ai brûlé les enveloppes hier soir. Tout ça, la larme a traversé son visage, mais la preuve, j'ai pas besoin de preuves. Richard, j'ai vécu avec une version de la vérité pendant 15 ans. Je ne suis pas intéressée à préserver une autre version sur papier. Je l'ai regardée droit dans les yeux. Ce que je veux, c'est comprendre tout depuis le début, pendant les 2 heures suivantes, alors que le soleil printanier montait plus haut dans le ciel et que la salle de thé se remplissait lentement de la foule du déjeuner. Richard m'a raconté toute l'histoire. Les jours après que le messager de Poiret a livré l'enveloppe, ses tentatives désespérées de vérifier le contenu, les menaces voilées, non seulement contre ma famille, mais contre moi personnellement. Il connaissait des gens à Paris, Éléonore,
des gens puissants. À Telgit, il a dit que si je ne faisais pas exactement ce qu'il exigeait, tu ne travaillerais jamais dans aucun hôpital du pays. La voix de Richard était creuse de peur remémorée. Il a dit qu'il pouvait s'assurer qu'aucune école d'infirmière ne t'accepterait, que ta carrière serait terminée avant d'avoir commencé. Yeah. Alors tu nous as sacrifiés pour me sauver. Ai-je dit? Pas une question, mais une affirmation. J'ai fait ce que je pensais être juste à l'époque. Il a passé une main sur son visage. Jeg des maîtresses, terrifié, avec moins de 2 jours, pour décider. Je me suis convaincue que c'était noble. T'épargner le scandale, protéger ton avenir. Un rire amer lui a échappé. J'ai eu 15 ans pour réaliser que c'était aussi de la lâcheté. J'aurais dû me battre plus fort, trouver une autre voie. J'ai pensé au jeune homme effrayé, qu'il avait été à peine plus qu'un garçon, vraiment face à l'un des hommes les plus puissants du département. Il aurait fallu un courage exceptionnel pour défier Poiret. Un courage que peu de jeunes de 23 ans possèdent. Que s'est-il passé après Paris? Ai-je demandé? Il m'a parlé de ses années à l'école de droit, financée par la famille de sa nouvelle épouse, de sa carrière dans le prestigieux cabinet de son oncle, du problème d'alcool qui s'est développé dans la trentaine, des cauchemars qui n'ont jamais complètement disparu, de la thérapie qui l'a aidé à comprendre le traumatisme de son propre choix forcé. Judith, ma femme, savait que quelque chose était brisé en moi. Je lui ai parlé de toi, des Champs-Moulines, environ 5 ans après notre mariage, pendant une des périodes difficiles. Sa voix s'est adoucie. Elle est extraordinaire. Éléonore, elle aurait pu partir, trouver quelqu'un d'entier. Au lieu de cela, elle m'a poussée à guérir. Elle semble remarquable. Et je dis, le pensant vraiment, elle l'était pour la première fois. Une émotion sincère a coloré sa voix quand elle a été diagnostiquée. Elle m'a fait promettre non seulement de te dire la vérité, mais de réparer de mon mieux, de me libérer du passé autant que toi. En l'écoutant parler, j'étudiais l'homme devant moi, si différent du garçon que j'avais aimé. Richard avait accompli tout ce qu'il aurait pu vouloir en termes matériels, la carrière réussie, les relations, la richesse évidente dans ses vêtements sur mesure et la montre coûteuse à son poignet. Pourtant, il y avait une vacuité en lui, une tristesse que toutes ces réalisations n'avaient pas effacée. Parle-moi de ta fille, a-t-il dit soudain, comme s'il lisait mes pensées. Sur les photos, elle a l'air heureuse, vous l'êtes toutes les deux. Pour la première fois depuis que je m'étais assise, j'ai souri sincèrement. Sarah est mon miracle. Elle est venue à moi quand nous avions toutes deux besoin d'être sauvées. Je lui ai parlé de l'accident de bus, des 6 blessures, de notre lien progressif. Alors que je l'aidais à guérir, l'adopter a été la meilleure décision que j'ai jamais prise. Tu es mère, a-t-elle dit. Émerveillée, j'ai toujours su que tu serais une merveilleuse mère. La simple observation, prononcée avec une telle certitude, a fait monter des larmes inattendues à mes yeux dans nos plans de jeunesse. Nous avions parlé d'avoir 4 enfants, nous avions même choisi des noms pour le premier garçon et la première fille. Et toi, ai-je demandé, clignant pour chasser l'humidité,
Toi et Judith n'avez jamais eu d'enfant. Une ombre a traversé son visage. Nous ne pouvions pas, des complications d'une chirurgie qu'elle avait eue adolescente. Il a tordu son alliance distraitement. Nous avons discuté d'adoption, mais le moment ne semblait jamais opportun. Ma carrière était exigeante. Puis, sa santé a commencé à décliner. J'ai reconnu le regret dans sa voix, l'ayant entendu de nombreux patients au fil des années, le chagrin particulier des chemins non pris, des chances manquées, qui peuvent hanter une vie, même lorsque cette vie a été réussie selon des mesures externes. Que veux-tu de moi, Richard? Et je demandais finalement, la question qui planait entre nous depuis son retour. Il a semblé surpris. Je ne veux rien de toi, Éléonore. Je suis venue pour te donner la vérité, pas pour te prendre quelque chose de plus. Mais tu es restée une semaine. As-tu dit pourquoi? Il a hésité, choisissant ses mots avec soin. Je suppose que je voulais voir s'il y avait un chemin à suivre. Pas pour réclamer ce que nous avons perdu, c'est impossible, mais peut-être pour trouver une sorte de paix avec cela, pour nous deux. C'est-à-dire, en rentrant à pied de l'auberge, l'après-midi chaud de mai m'enveloppait comme une étreinte. Je retournais notre conversation dans mon esprit. Richard était venu chercher l'absolution, c'était clair. Mais pouvais-je la donner? Devrais-je? La question m'a hantée à travers le dîner avec Sarah, à travers ma routine du soir, à travers les heures d'insomnie qui ont suivi. Le lendemain matin, j'ai appelé l'hôpital et, pour la première fois de ma carrière, demandé un jour personnel. Puis, j'ai fait quelque chose que j'avais évité pendant 15 ans. Je suis allée à l'église catholique Saint-Joseph, où Richard et moi devions nous marier. Le révérend Wilson avait pris sa retraite depuis longtemps, remplacé par un homme plus jeune, que je ne connaissais que légèrement. L'église était vide à cette heure, la lumière du matin filtrant à travers les vitraux, projetant des motifs colorés sur les bancs en bois usés. Je me suis assise au dernier rang, essayant de réconcilier la douleur écrasante de ce jour de juin, d'il y a longtemps, avec la vérité complexe que je possédais maintenant. Infirmière Watson, la voix du jeune révérend m'a tiré de mes pensées. Tot ben, je ne suis pas sûre. Ai-je répondu honnêtement? Je lutte avec le pardon. Révérend. Le genre compliqué, il s'est assis à côté de moi, cet homme assez jeune pour être mon fils, et a écouté alors que je partageais les grandes lignes du retour et des révélations de Richard. Le pardon n'est pas pour l'autre personne. A-t-il dit quand j'ai fini? C'est un cadeau que vous vous faites à vous-même, une façon de poser un fardeau que vous n'auriez jamais dû porter. Ces mots sont restés avec moi alors que je quittais l'église et conduisais, non pas chez moi, mais à l'auberge de Champmoulin. Richard a été surpris de me voir à nouveau si tôt. J'ai besoin de te montrer quelque chose, et je dis sans préambule, veux-tu venir avec moi? 20 minutes plus tard, nous nous tenions ensemble dans le centre communautaire de Champmoulin, vide à cette heure, sauf pour la réceptionniste, qui me connaissait des collègues de fond de l'hôpital. Que faisons-nous ici? A demandé Richard, déconcerté. Alors que je le conduisais dans un couloir bordé de photographies et d'articles de journaux, regardez ce qui a grandi de notre mariage brisé.
ai-je répondu, m'arrêtant devant une grande photo encadrée de 1972. Elle me montrait, plus jeune et plus sérieuse, coupant un ruban devant ce qui était clairement une installation médicale. C'est la clinique gratuite de Champmoulin. J'ai aidé à l'établir il y a 8 ans. Nous fournissons des soins à ceux qui ne peuvent pas se permettre l'hôpital. Je me suis déplacée vers une autre photo, Sarah Césion, entourée d'enfants plus jeunes. C'est le groupe de soutien aux jeunes de Champmoulin. Sarah l'a fondé après ses propres expériences de perte et de traumatisme. Il a aidé des dizaines d'enfants dans le département. Ouah, un par un. Je lui ai montré les marqueurs visibles de la vie que j'avais construite en son absence. Pas seulement la carrière et la maternité, mais le service communautaire, les programmes que j'avais initiés, les vies que j'avais touchées, non pas malgré ma douleur, mais à cause d'elle. Tu vois, Hey dit Unfen, me tournant pour lui faire face, ce qui s'est passé entre nous n'a pas seulement façonné qui je suis devenue, cela a eu des répercussions. Touchant les autres, j'avais besoin que tu vois cela avant que nous puissions parler de pardon. La compréhension a éclairé ses yeux. Tu dis que du bien est venu de ce qui s'est passé, de ce que j'ai fait. Je dis que la vie est plus complexe que les méchants et les victimes. Regarde, ce que Poiret a fait était incontestablement mal. Ce que tu as fait était humain, imparfait, mal avisé, mais en fin de compte compréhensible. J'ai pris une profonde inspiration et ce que j'ai fait ensuite, la femme que je suis devenue, les choix que j'ai faits, cela m'appartiennent, pas à toi, pas à Poiret, à moi. Nous avons marché en silence jusqu'au petit parc en face du centre communautaire, nous asseyant sur un banc sous un cornouiller en fleurs. Un groupe d'enfants jouait à proximité, leur rire porté par la brise printanière. Je pense que j'ai passé 15 ans à attendre l'absolution, Adit Richarofin, de toi, de moi-même, même de Judith, bien qu'elle ne m'ait jamais blâmée. Il s'est tourné pour me faire face, mais en voyant tout cela, c'est que toi se construit qui tu es devenu. J'ai réalisé quelque chose d'important. Tu n'avais pas besoin que je revienne et explique. Tu as guéri sans moi. Pas complètement, et I admits. Il y avait toujours une partie de moi qui se demandait ce qui n'allait pas avec moi. Pour que tu puisses partir sans un mot, cette blessure ne s'est jamais complètement refermée. Il n'y avait rien de mal avec toi. Éléonore, rien du tout. Sa voix s'est brisée. Tu étais tout ce qui était juste dans ma vie. Poiret le savait. C'est pourquoi sa menace a fonctionné si efficacement. Il savait que je ferais n'importe quoi pour te protéger. Alors que le soleil montait plus haut dans le ciel, nous avons continué à parler de nos vies, de nos regrets, de nos joyes, de Sarah et Judith, des personnes que nous étions devenues dans les années de séparation, pas le garçon et la fille qui avait prévu de se marier, mais les adultes d'âge moyen qui avaient affronté les tempêtes de la vie séparément. Que vas-tu faire maintenant? Et je demandais, alors que les ombres de l'après-midi s'allongeaient dans le parc. Retourné à Paris, il a secoué la tête. J'ai démissionné du cabinet après la mort de Judith, vendu notre appartement. Un petit sourire a touché ses lèvres. Je possède encore la terre de mon grand-père à l'extérieur de la ville.
Poiret ne l'a jamais eu, finalement. J'ai pensé, peut être que je pourrais y construire quelque chose, un centre de retraite, peut être pour les vétérans ou les jeunes en difficulté. Il m'a jeté un coup d'œil. Si la ville acceptait une telle chose, m'acceptait, l'idée a immédiatement pris racine dans mon esprit. Le centre de retraite Millet, un lieu de guérison sur une terre qui était destinée à notre première maison. Je pense que cela pourrait être exactement ce dont Champmoulin a besoin, ai-je dit lentement, bien que tu aurais besoin d'aide pour naviguer la politique locale, les réglementations de zonage, mai resto, a-t-il demandé, la question planant entre nous, hésitante, pleine d'espoir, mais pas présomptueuse. Cette nuit-là, j'ai partagé toute l'histoire avec Sarah pendant le dîner, la vérité sur le départ de Richard, son retour et le potentiel centre de retraite. Ma brillante fille compatissante a écouté sans interruption, son expression pensive. Tu envisages de lui pardonner, a-t-elle dit enfin? Pas une question, je pense que je l'ai déjà fait. Et aïe, je admise, pas pour lui, mais pour moi, porter cette vieille douleur n'a plus aucun sens. Elle a tendu la main à travers la table, serrant la mienne. Cela signifie-t-il, y a-t-il encore quelque chose entre vous deux, romantiquement? La question m'a prise au dépourvu. Je n'avais pas permis à moi-même d'y penser. Non, et je dis fermement, trop de temps a passé. Nous sommes des personnes différentes. Maintenant, j'ai hésité, mais peut-être pourrions-nous être amis, collègues professionnels. Au moins, les yeux de Sarah, si perspicaces, voyaient plus que ce que j'étais prête à reconnaître. Maman, pendant toutes les années où je t'ai connue, tu n'as jamais laissé personne s'approcher, pas romantiquement, pas même Jacques, qui est clairement amoureux de toi depuis toujours. Ce n'est pas. Si, m'a-t-elle interrompu doucement, tu as construit des murs après le départ de Richard, de bons murs solides qui t'ont gardé en sécurité, mais aussi isolé à certains égards. Elle a serré ma main à nouveau. Être-il temps de voir ce qui se passe si tu les baisses juste un peu? Au cours des 6 mois suivants, Richard et moi avons travaillé ensemble pour faire passer le centre de retraite du concept à la réalité. Il a fourni le terrain et la majorité du financement. J'ai navigué la bureaucratie locale et aidé à concevoir des programmes qui serviraient véritablement la communauté. Nous nous rencontrions chaque semaine, parfois plus souvent, gardant notre relation strictement professionnelle, malgré les regards curieux et les spéculations chuchotées des résidents de Champmoulin, l'histoire de pourquoi Richard m'avait laissé à l'hôtel, ou du moins une version simplifiée, s'est progressivement répandue dans la ville. La révélation qu'il avait été forcé par Poiret, qui restait une figure controversée même après sa mort, a radicalement changé l'opinion publique. L'homme qui avait été vilipendé pendant 15 ans a été prudemment accueilli de nouveau. Son projet de centre de retraite, adopté comme une forme d'expiation en novembre 1979, nous avons posé la première pierre du centre de retraite Millet-Watson. L'hyphénation de nos noms était l'idée de Richard, une
une reconnaissance publique de notre partenariat égal dans le projet. Le journal local a couvert la cérémonie, publiant une photo de nous deux debout ensemble, des pelles plaquées argent en main, retournant la première terre sur ce qui deviendrait un lieu de guérison. Tu n'avais pas à inclure mon nom, lui ai-je dit après, alors que nous partagions un café au café Drexel, le même endroit où, des années plus tôt, Tommy avait annoncé le mariage de Richard. Il y a sa place, a-t-il dit simplement. Ce centre existe à cause de notre histoire partagée, le bon comme le mauvais. Alors que l'hiver s'installait sur Champmoulin, transformant le chantier du centre de retraite en un pays des merveilles de neige et d'arbres squelettiques. Quelque chose a changé entre nous. Nos réunions ont commencé à s'étendre au-delà des discussions professionnelles vers des dîners, des promenades, des souvenirs partagés. Nous étions prudents, tous deux, encore à vif de nos passés. Richard, pleurant Judith, moi prudente à démanteler l'indépendance que j'avais construite. Sarah observait ces développements avec un sourire entendu, mais disait peu, occupée par sa dernière année universitaire et les préparatifs pour son stage d'enseignement. Jacques, à ma surprise, n'a montré aucune jalousie quand j'ai expliqué la situation évolutive, seulement un bonheur sincère pour ma potentielle seconde chance. Certaines histoires ne se terminent pas en un seul chapitre. Éléonore, a-t-elle dit, la sagesse dans ses yeux démentant ton taquin. On dirait que la tienne pourrait avoir un épilogue inattendu. La veille de Noël m'a trouvé à accueillir un dîner pour un rassemblement improbable. Sarah, rentrée de l'université, Jacques et sa sœur, Richard, toujours à l'auberge de Champmoulin. Bien qu'il ait acheté une petite maison près de la propriété du centre de retraite et plusieurs infirmières du service de maternité qui étaient devenues des amies chères au fil des années. Alors que nous étions assis autour de ma table de salle à manger, la conversation coulait facilement parmi des gens de différents chapitres de ma vie. J'ai surpris Richard me regardant de l'autre côté de la pièce, l'expression dans ses yeux, émerveillement, gratitude et quelque chose de plus profond m'a coupé le souffle. Plus tard, alors que la fête s'essoufflait et que les invités partaient dans la nuit enneigée, Richard s'est attardé, m'aidant à débarrasser les assiettes malgré mes protestations. J'ai quelque chose pour toi, a-t-elle dit, récupérant un petit paquet dans la poche de son manteau, un cadeau de Noël anticipé, si tu l'acceptes. La boîte était vieille, couverte de velours bleu fané. À l'intérieur reposait non pas une bague, comme je l'avais momentanément craint, mais un médaillon d'argent délicat. Lorsqu'il était ouvert, il révélait une miniature photographique d'un côté, le centre communautaire avec ses diverses photos de programmes, et de l'autre, de petits mots gravés. Des fins naissent des commencements, c'est magnifique. Ai-je chuchoté, sincèrement touchée par la réflexion du cadeau. Il y a plus, a-t-elle dit, et de sa poche a sorti une enveloppe. À l'intérieur se trouvait une invitation formelle à la soirée d'ouverture du centre de retraite Millet Watson, prévue pour le 12 juin 1980. La date m'a immédiatement frappée. Ce qui aurait été notre jour de mariage
6 ans plus tard, cette date est-elle délibérée? Et je demandais, ma voix stable, malgré l'émotion montant en moi, très ti il admis, j'ai pensé peut être que nous pourrions remplacer le souvenir de ce qui a été perdu par la célébration, de ce qui a été trouvé. Il a touché le médaillon reposant maintenant contre ma clavicule. De nouveaux commencements, debout dans ma cuisine, les assiettes à moitié débarrassées, les lumières de Noël scintillant dans la fenêtre. J'ai réalisé que nous avions bouclé la boucle, non pas pour réclamer ce qui était perdu. Cet amour innocent entre deux jeunes gens avait disparu aussi sûrement que le garçon et la fille que nous avions été, mais pour créer quelque chose de nouveau, quelque chose trempé par l'expérience, renforcé par la souffrance, rendu plus précieux par son coût. J'aimerais ça. Et dit simplement, dans les mois qui ont suivi, alors que l'hiver cédait la place au printemps et que le centre de retraite approchait de son achèvement, Richard et moi avons continué notre danse prudente, collègues professionnels évoluant en amis, et peut être un jour en quelque chose de plus... il n'y avait pas de précipitation, pas de pression. Nous avions tous deux appris à la dure que la vie suit rarement les chemins que nous planifions pour elle. Le jour de la soirée d'ouverture est arrivé, lumineux et clair, identique à ce jour de juin d'il y a longtemps, quand j'avais attendu en vain à l'église, mais maintenant, au lieu d'une mariée déçue, j'étais une femme pleinement réalisée, debout fièrement à côté de l'homme qui m'avait autrefois abandonnée, alors que nous accueillons la communauté pour fêter, non pas ce mariage, mais une création commune née de notre douleur partagée, Sarah, resplendissant dans une robe bleue presque de la même teinte que celle portée par mes demoiselles d'honneur d'autrefois, servait d'hôtesse, charmant les donateurs potentiels et les leaders communautaires avec sa chaleur naturelle. Jacques est venu en tant qu'ami sincèrement favorable au nouveau chemin s'ouvrant devant moi. Le centre de retraite lui-même, avec son design rustique, mais élégant, ses Schwestersteins et ses espaces thérapeutiques soigneusement conçus, dépassaient même notre vision ambitieuse. Alors que la soirée touchait à sa fin, Richard est monté sur la petite scène que nous avions érigée pour l'occasion. La foule s'est tue, les verres de champagne levés en anticipation d'un toast final. Il y a 6 ans, aujourd'hui, a-t-il commencé? Sa voix stable, malgré l'émotion visible dans ses yeux, j'ai fait la plus grande erreur de ma vie. Un choix né de la peur et de la manipulation qui a blessé la personne dont je me souciais le plus profondément. Des murmures ont parcouru la foule, beaucoup connaissaient notre histoire, mais l'entendre reconnue si publiquement était inattendu. Mais debout ici ce soir, regardant ce qui a grandi de cette graine douloureuse, c'est sentait. Oui, mais plus important encore, la femme extraordinaire qu'Éléonore est devenue, les vies qu'elle a touchées, la communauté qu'elle a servie. Je ne peux m'empêcher de m'émerveiller de comment nos moments les plus sombres peuvent mener à la plus grande lumière. Il a levé son verre à Eleanor Watson, dont la capacité de croissance de service
et finalement de pardon a rendu cette nuit possible, et à vous tous qui avez soutenu son parcours et maintenant ce centre, qui soit un lieu de guérison pour les générations à venir. Alors que les applaudissements remplissaient la pièce, nos yeux se sont rencontrés à travers la foule. À cet instant, j'ai compris le véritable sens du pardon, pas un rejet des torts passés, mais une reconnaissance que la douleur, bien canalisée, peut se transformer en but, que les relations brisées au-delà de la réparation peuvent encore produire des fruits inattendus, que parfois les voyages les plus longs nous mènent non pas là où nous avons commencé, mais là où nous étions toujours destinés à être. Le centre de retraite Millie Watson a officiellement ouvert le lendemain